Bonjour, bonjour tout le monde. Donc je me présente Olivier Picone. Donc je vous remercie d'être là pour cette session qu'on va commencer dans quelques secondes. Juste un petit mot pour présenter le GRIG, donc le groupe de recherche des infections pendant la grossesse, qui est une association de loi 1901 et qui est composée de tas de gens qui sont intéressés par tout ce qui est infectiologie et grossesse pour promouvoir le dépistage, la prise en charge, la recherche, la communication et le tout ce qui est maladies infectieuses et grossesse. Donc vous avez un site internet grig.fr, une page YouTube sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup de vidéos, des vidéos courtes explicatives sur des questions simples avec des réponses simples. Par exemple, j'ai une sérologie avec CMVEG, des IgG et des IgM, qu'est-ce que je fais? Réponse en 2 ou 3 minutes des virologues. Vous avez par exemple, ma patiente a une séroconversion toxo au premier trimestre, qu'est-ce que je lui raconte? Vous avez l'explication en 2-3 minutes. Vous avez plein de petites vidéos comme ça que je vous invite à aller regarder donc, sur YouTube. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous pouvez également trouver sur notre site internet le guide pratique, conduite pratique en infectiologie périnatale. Donc vous voyez que c'est un petit guide pratique qui tient dans une poche de blouse et qui est très intéressant, évidemment, puisqu'on l'a fait, mais parce qu'il y a énormément d'agents infectieux qui sont évoqués. Ça va du Zika, chikungunya, grippe, strep B, herpès, etc., SCMV, toxo, rubéole, calendrier vaccinal, avec beaucoup de petits arbres décisionnels. Voilà. Donc, si vous allez sur le site internet du GRIG, donc grig.fr, il y a mes documents livrés, commandés, vous payez 10 €. Si vous le commandez ce matin et que je reçois le mail comme quoi vous avez payé, vous venez me voir, je regarde mes mails et je vous le donne puisqu'on a une cinquantaine de livrets avec nous. Et donc on a aussi une session cet après-midi avec des communications jeunes chercheurs et le prix de la communication des jeunes chercheurs. Et demain après-midi, on a un atelier avec le docteur Volufelus sur les pièges clinico-biologiques en infectiologie périnatale. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter. Et je remercie Natacha et Constance pour la séance qui commence maintenant. Constance, merci beaucoup. Tu vas nous présenter le difficile travail de synthèse bibliographique des 5 publications qu'il ne fallait pas rater en infectiologie périnatale. Donc, merci beaucoup. Effectivement, j'ai eu beaucoup de temps pour préparer ce topo. Je remercie Olivier et les organisateurs de m'avoir convié pour vous parler donc des 5 publications qu'il ne fallait pas rater en infectiologie périnatale. Vous m'entendez? Oui. Donc du coup, on peut difficilement parler d'infectiologie périnatale sans évoquer le Covid qui nous a occupés quand même énormément pendant ces 3 dernières années. Et je ne vais pas vous parler d'un papier qui montre que le Covid est pourvoyeur de formes sévères pendant la grossesse et à l'origine de complications à la fois maternelles, obstétricales, fétales, parce que ça, vous le savez tous. Je ne vais pas non plus vous parler des papiers de vaccination qui montrent que cette vaccination permet de réduire le nombre de formes sévères. Je ne vais pas non plus vous parler des papiers qui disent que la vaccination est sûre pendant la grossesse, parce que ça, je pense que vous le savez tous, c'est des papiers qui sont largement parus, qui ont été relayés même dans la presse généraliste. Et force est de constater, je ne sais pas, on pourra en discuter après si vous le souhaitez, qu'on a encore des patientes qui sont non seulement non revaccinées, mais qui ne sont pas vaccinées du tout. Moi, je suis extrêmement surprise, et je ne sais pas si c'est votre expérience également, de voir des patientes qui arrivent à nos consultations et qui n'ont jamais reçu de vaccin contre le Covid. Donc, je vous présente ce papier qui est paru dans le New England en juillet dernier et qui, j'espère, sera un argument supplémentaire pour convaincre vos patientes de se faire vacciner. C'est une étude cas témoins dans laquelle 1300 enfants ont été inclus. Donc ces 1300 enfants ont été hospitalisés au cours de leurs 6 premiers mois de vie. Et donc ils ont été hospitalisés dans 30 centres aux États-Unis, répartis sur 22 États, entre juillet 2021 et mars 2022. Cette période est importante, on va en reparler, parce qu'il y a eu au cours de cette période, une période au cours de laquelle c'est le variant Delta qui était prédominant et une période au cours de laquelle c'était le variant Omicron, donc ça va avoir un intérêt. Et dans cette étude, les enfants inclus ont été hospitalisés et on a regardé si leur mère était vaccinée ou non pendant la grossesse. Et finalement, il y a des enfants qui vont être nés de mères non vaccinées.
c'est le groupe que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, il y a des enfants qui vont être nés de mères complètement vaccinées. Et pour être considérés comme complètement vaccinés, il fallait avoir reçu 2 doses pendant la grossesse. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, il y a 1049 enfants qui ont été inclus. C'est qu'en fait, on a exclu les enfants dont les mères avaient été vaccinées partiellement ou lorsqu'elles avaient été vaccinées avant la grossesse, après la grossesse, ou bien lorsqu'elles ont été vaccinées moins de 14 jours avant leur accouchement. Et donc, les résultats sont les suivants. Donc là, vous avez ici les enfants hospitalisés, les enfants cas qui ont donc été hospitalisés pour un Covid-19. Donc, c'est des enfants pour lesquels le diagnostic principal était celui de Covid-19. Et puis, à droite, vous avez les cas contrôles. Ce sont donc des enfants qui ont été hospitalisés pour un autre motif que le Covid sur la même période. Donc, c'était des enfants qui étaient hospitalisés dans le même centre, dans les 4 semaines qui précédaient ou qui suivaient l'hospitalisation du cas dans le groupe Covid. Et donc, vous avez dans ce tableau de résultats également le statut vaccinal des mères sur la partie droite, avec les patientes ici qui sont complètement vaccinées, et là, les patientes qui ne le sont pas. Donc, c'est intéressant de noter qu'il n'y avait pas de différence de l'âge d'hospitalisation. Les enfants étaient hospitalisés à un âge médian de 2 mois. Pas de différence sur le sexe. On observe un peu plus de patientes blanches non hispaniques chez les enfants qui ont été hospitalisés pour autre chose que le Covid, et un peu plus, et ça c'est significatif, de patientes qui ont été complètement vaccinées. Donc c'est intéressant de noter, comme je vous l'ai dit précédemment, que la période d'hospitalisation couvre 2 périodes, une au cours de laquelle le variant Delta était prédominant, et l'autre au cours de laquelle c'est le variant Omicron qui l'était. On va revenir dessus après. Ce qu'on peut également constater, c'est qu'on avait une surreprésentation d'enfants nés prématurément, ce à quoi on peut s'attendre quand il y a une hospitalisation dans les 6 premiers mois de vie, mais qu'il n'y avait pas de différence significative dans le taux de prématurité chez les enfants qui aient été hospitalisés pour un Covid-19 ou pour une autre indication. Et puis, si on regarde le statut vaccinal des mamans, et c'est le résultat le plus important, vous voyez que les enfants hospitalisés pour un Covid avaient des mères qui avaient été bien vaccinées uniquement dans 16% des cas, alors qu'on avait quasiment le double chez les enfants qui ont été hospitalisés pour un autre motif, 29% des cas. Dernier élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que le moment où la patiente a été vaccinée a de l'importance. Et si vous regardez, vous voyez que les patientes qui ont été vaccinées, alors vous voyez que ça ne concerne plus qu'un petit nombre de patientes, puisque peu de patientes étaient vaccinées, on voit qu'il y a 60% parmi les patientes qui étaient vaccinées qu'il était dans les 20 premières semaines d'aménorrhée pour les enfants qui ont été hospitalisés pour un Covid, alors que ce chiffre est inverse, c'est-à-dire qu'il y a 44% des enfants qui ont été vaccinés précocement, alors que la majorité ont été vaccinés plus tardivement. Et vous allez voir que ça va avoir de l'importance, et on va en discuter juste après. Donc là, effectivement, si on regarde l'efficacité vaccinale, vous voyez donc sur ce premier tableau, les enfants qui sont nés de mères non vaccinées sont représentés en rouge et ceux de mères vaccinées en rose. Et vous voyez qu'il y a une différence significative dans les hospitalisations, notamment les enfants hospitalisés en soins intensifs, les enfants admis en soins critiques Covid, et puis qu'il y a un recours plus fréquent, de façon statistiquement significative, à la ventilation mécanique, à la ventilation non mécanique et un recours aux amines vasoactives. Et puis, il est à noter qu'il y avait 2 décès et 2 recours à l'ECMO chez ces enfants dans l'étude. Les 4 étaient nés de mères non vaccinées. Ça, compte tenu du petit nombre, ce n'est pas significatif, mais il y a quand même, ça pose bien entendu question. Et puis, si on regarde sur ce diagramme l'efficacité du traitement, on voit très bien que le vaccin est efficace, puisqu'il permet de réduire de 52% le risque d'hospitalisation et encore plus le risque d'admission en soins intensifs, 70%, et que cet effet est particulièrement marqué pendant la période Delta. Vous voyez que pendant la période Omicron, représentée en orange, l'effet est toujours, quand toutes les patients sont poolés, très net. En revanche, alors il n'y a pas beaucoup de patients, il faut bien sûr prendre ce chiffre avec précaution. En revanche, si la patiente a été vaccinée tôt dans la grossesse, on retrouve moins cet effet bénéfique, enfin on le retrouve plus de façon significative. En revanche, si la patiente a été vaccinée en deuxième moitié de grossesse, là, on retrouve cet effet. Donc, effectivement, efficacité nette de ce vaccin, bon, je ne vous apprends rien, mais c'est peut-être, je pense, un argument supplémentaire pour convaincre les patientes qui n'ont pas encore été, de leur dire que leur enfant, je pense que c'est un peu notre pratique quotidienne, quand on dit que le bénéfice est vraiment pour l'enfant, c'est un argument supplémentaire qu'elles peuvent entendre. Ensuite, concernant l'efficacité plus marquée pendant la deuxième moitié de grossesse, là, je pense qu'il faut bien réfléchir
avant de se décider à vacciner tard, parce qu'il y a évidemment l'enjeu maternel qui est prégnant, et je pense qu'il faut maintenir la recommandation de vacciner dès qu'on a la patiente sous la main, parce qu'après, on risque de vacciner tardivement et de ne plus être efficace, ou que la patiente accouche finalement proche de la vaccination. Donc, premier message, on vaccine, je ne vous apprends rien, et j'enfonce un peu le clou avec la publication suivante, qui est une méta-analyse concernant la vaccination coqueluche au cours de la grossesse. Donc là encore, je pense que c'est des choses que vous connaissez bien, mais cette méta-analyse a vraiment repris énormément d'études. Et donc, pour la partie qui nous concerne, c'est-à-dire le vaccin au cours de la grossesse, il y a 6 essais randomisés, 3 études de cohorte et 5 études cas contrôle qui ont été incluses dans cette méta-analyse. Je vais vous présenter un petit peu plus rapidement les résultats. Donc, vous voyez, là, on est sur des 100 000 patientes, qu'il y a une réduction très nette, indiscutable, de l'incidence de la coqueluche dans les 3 premiers mois de vie, chez les enfants dont la maman a été vaccinée pendant la grossesse, avec un autre ratio à 0,22, donc vraiment un effet qui est clair. Alors, évidemment, il n'y a pas de chiffres aussi nets pour prévenir la coqueluche maligne, qui est ce qu'on redoute, parce qu'évidemment, vous le savez, ce sont des cas qui sont extrêmement rares, donc on n'a pas d'études qui montrent une différence dans la survenue de coqueluche maligne, mais on peut imaginer que si on a une réduction globale de la coqueluche, on aura probablement aussi une réduction des formes sévères. Autre message que vous connaissez bien, je vais passer rapidement, on a une augmentation du taux d'anticorps chez les enfants nés de mères vaccinées. Bien sûr, ces études étaient faites avant leur propre vaccination et différents types d'anticorps ont été dosés, et c'est le cas pour tous. Et puis enfin, le dernier message important que vous connaissez bien aussi et qui permet de rassurer les patientes, c'est qu'il n'y a pas de différence d'effets secondaires, que ce soit chez la maman ou chez les enfants. Ça, ce tableau-là, c'est après la naissance, donc je ne vous en parle pas, mais vous voyez qu'effectivement, pas de différence significative d'effets secondaires. Donc, deuxième message, vaccinons nos patientes. Et j'en profite pour vous montrer cette magnifique affiche du GRIG que certains ont peut-être vu passer, destinée à promouvoir cette vaccination chez nos femmes enceintes, puisque vous savez qu'il y a une recommandation récente qui est parue, et donc il faut vacciner les patientes pour la coqueluche au cours de la grossesse. Je vous emmène désormais, grâce au conseil du professeur Picon, en Guyane française pour parler un petit peu de chikungunya. Donc chikungunya, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas rencontré de cas. Effectivement, c'est rare et puis on ne vit pas dans les zones d'endémie. Mais c'est une maladie virale qui est transmise par les moustiques tigres, qui a été décrite en Tanzanie dans les années 50 et qui est responsable principalement de fièvre et d'arthralgie. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, et on en a parlé davantage depuis 2004 parce qu'il y a eu une explosion des cas depuis ce moment-là, et notamment une période épidémique dans les Caraïbes, puisqu'on considère qu'entre décembre 2013 et janvier 2015, 40% de la population en Martinique et en Guadeloupe aurait été infectée. Et c'est également le cas en Amérique du Sud dans une moindre mesure, et particulièrement en Guyane. Voilà. Donc, avant cette revue, il y avait une présentation, en fait, assez peu de littérature concernant le chikungunya et pas de large cohorte. Et en fait, ce qu'il était communément admis, c'était de dire que la présentation clinique pendant la grossesse était à peu près similaire à celle en dehors de la grossesse, qu'il y avait quand même quelques formes sévères qui avaient été publiées, peu de complications obstétricales, qu'il y avait possiblement une augmentation de la morbimortalité néonatale. Et puis, il y avait quand même des risques de transmission verticale qui étaient décrits au moment de l'accouchement, avec quelques cas de complications sévères chez les enfants, à type d'encéphalopathie, œdème, hémorragie cérébrale. Et ces données étaient peu robustes. Donc, l'objectif de cette étude que je vais vous présenter tout de suite, c'était de décrire l'infection à chikungunya chez la femme enceinte pendant l'épidémie de 2014-2015 en Guyane française et de comparer les complications de ces patientes à celles de femmes non infectées. Et donc, les patients ont été... en fait, c'est une sous-étude de l'étude CMF-Dengue qui a été publiée dans PLOS ONE en 2018, au cours de laquelle les patientes qui présentaient de la fièvre avaient été incluses pour justement étudier si elles avaient la dengue. Et donc, il y a, au cours de cette étude, 363 patientes qui ont été incluses. Et donc, certaines avaient la dengue, donc elles ont fait l'objet de l'étude dont je viens de vous parler précédemment. Mais un certain nombre de patientes avaient un chikungunya confirmé, que ce soit par une sérologie positive en IgG et IgM, ou bien avec une PCR. Et finalement, il y a 73 patientes qui ont pu être incluses dans cette étude. Le groupe contrôle était des patientes qui ne présentaient jamais de fièvre au cours de leur grossesse et qui étaient asymptomatiques pendant toute la grossesse. Il fallait, pour pouvoir être incluses dans le groupe témoin, qu'elles aient une sérologie négative à l'accouchement ou bien qu'elles aient accouché avant la période d'épidémie. Comme ça, on était sûr qu'elles n'avaient pas rencontré le chikungunya.
Et donc, les résultats sont les suivants. Donc, je vous montre un petit peu les caractéristiques des patientes, qu'elles soient dans le groupe chikungunya ou dans le groupe contrôle. On voit qu'il n'y a pas de différence sur les caractéristiques démographiques, sur les antécédents et sur les pathologies obstétricales qui vont survenir au cours de la grossesse. Donc, des groupes tout à fait comparables. Si on regarde maintenant les symptômes au cours de la grossesse, on voit qu'on retrouve de la fièvre. Bon, dans 100% des cas, évidemment, c'était le critère d'inclusion. Et puis, on retrouve ce qu'on s'attendait à trouver, c'est-à-dire les arthralgies très fréquemment. Il y a un petit peu plus de douleurs à type de myalgie, d'asthénie et d'altération d'état général chez les patientes au 2e et 3e trimestre, alors qu'apparemment, au 1er trimestre, c'est des symptômes qui ne sont pas retrouvés. Et à contrario, les signes dermatologiques qu'on observe très peu en 2e partie de grossesse sont plutôt présents dans un tiers des cas au cours de la grossesse. C'est les petites choses qu'on peut noter. Et dans cette étude, il y avait 65% des femmes qui étaient hospitalisées pour leur infection à chikungunya. Alors les durées d'hospitalisation étaient assez courtes, moins de 3 jours dans les 3/4 des cas. Et il n'y avait aucun transfert en soins intensifs. Si on regarde maintenant les conséquences de cette infection chikungunya, tout d'abord chez la mère, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur un critère composite de morbidité maternelle qui comprenait tous les items qui sont listés en dessous, donc la MAP, l'accouchement prématuré, le retard de croissance, mort fœtale in utero, etc. Donc pas de différence significative entre les deux groupes, juste à noter une tendance possible d'hémorragie du postpartum un petit peu supérieure chez les patientes qui avaient le chikungunya, même si ce chiffre n'est pas statistiquement significatif, mais vous voyez qu'on est sur un nombre de cas réduit. De la même manière, les enfants ne présentaient pas plus de complications dans le groupe de patientes infectées que dans le groupe de patientes contrôle. Donc c'est là encore un critère composite qui comprend tous les items qui sont en dessous et on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative dans les deux groupes. En revanche, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les patientes qui accouchent proches de leur infection, c'est-à-dire celles qui vont accoucher dans les 7 jours qui suivent l'accouchement, on va avoir une hospitalisation en soins intensifs largement plus fréquente, 4 fois plus fréquente, dans le groupe de patientes qui accouchent donc rapidement après l'infection à chikungunya. Donc effectivement, c'est une étude rétrospective avec 73 cas, mais c'est une étude pour le chikungunya qui comprend beaucoup de patientes, qui était bien conduite avec des groupes qui sont bien définis, où vraiment on est à peu près sûr qu'on exclut bien le chikungunya dans le groupe contrôle. Et en fait, on n'a pas retrouvé de cas sévères chez ces patientes, pas de complications obstétricales majeures. En revanche, une admission, comme je vous l'ai dit, plus fréquente en soins intensifs chez les nouveau-nés qui naissent de maman qui vient de faire une infection. Alors, il n'y avait pas d'informations sur la transmission verticale dans cette étude, alors qu'il y avait de nombreux cas qui l'avaient attesté. En fait, il n'y a pas eu de dosage systématique, mais en tout cas, il n'y avait pas de forme sévère. Et l'hypothèse des auteurs de l'article, c'était de dire qu'il est possible que cette forme de chikungunya était en fait moins virulente en fait, que celle qui avait sévi en Polynésie et dans le reste de l'Amérique latine. Donc, en gros, vigilance chez les patientes proches du terme et vigilance chez les nouveau-nés nés de ces femmes qui sont infectées proches de l'accouchement. Alors là, je vous emmène dans un territoire un peu plus scientifique et fondamental avec cet article sur la vaccination au cours de la grossesse, potentiellement, parce que vous allez voir que c'est des résultats très préliminaires, pour prévenir les infections urinaires. Alors je vous présente cette étude qui est parue tout récemment, qui nous vient d'une équipe de Caroline du Nord. Et en fait, ils sont partis de la constatation que 80% des infections urinaires sont liées à Escherichia coli. Et en fait, ils ont développé un vaccin qui a pour cible les protéines de surface d'Escherichia coli, celles qui sont responsables de l'adhésion sur les voies urinaires. Et en fait, ils ont mis au point une nouvelle forme de vaccin qui est en fait des nanofibres qui portent sur les fragments de ces protéines reconnaissables par le système immunitaire. Et c'est un vaccin qui va être administré par voie sublinguale et qui va permettre la production d'anticorps à la fois sanguins mais aussi dans les voies urinaires, et ceci manifestement assez rapidement. Et manifestement, les souris sont immunisées durablement. Alors, je vous montre cette étude. C'est un petit peu fondamental pour l'instant, mais en fait, il faut comprendre, je vais essayer de vous expliquer un petit peu simplement ces diagrammes, qu'il y avait 3 groupes de souris qui étaient inclus dans l'étude. Un premier groupe qui recevait le vaccin développé par cette équipe, et elle recevait donc une dose d'injection par voie sublinguale aux semaines 0, 2, 4, 9 et 12. Et puis, on leur inoculait l'infection urinaire et on les sacrifiait 48 heures après. Ça, c'est le premier groupe de souris, c'est celles qui vont être représentées en rose sur les différents diagrammes. Je vais vous expliquer tout de suite la suite. Le deuxième groupe de souris recevait aussi un vaccin, mais qui n'avait rien à voir avec les infections urinaires. Ça, c'est le groupe qui est représenté en vert sur les différents diagrammes.
Et puis enfin, le troisième groupe ne recevait aucun vaccin, donc c'était toujours 10 souris, hein, donc vous voyez, c'est quand même des petits groupes. Donc le troisième groupe ne recevait aucun vaccin. En revanche, les souris bénéficiaient d'une antibiothérapie par phosphomycine dans les 3 jours qui précédaient le sacrifice. Et donc, on a regardé un petit peu les résultats chez ces 3 groupes de souris. Donc, chez les souris vaccinées pour le vaccin qui nous intéresse, on voit qu'il y a une augmentation progressive du temps de l'anticorps avec le temps, ce à quoi on s'attendait. De la même manière, on observe des anticorps contre le vaccin qui n'a pas de rapport avec les infections urinaires. Et puis, sans surprise, on n'a pas d'anticorps développés chez les souris qui n'ont pas été vaccinées. Si on regarde maintenant les courbes de survie, on voit que chez les patientes qui ont reçu les antibiotiques, en noir, et chez les patientes qui ont reçu le vaccin d'intérêt, on a une survie qui est largement supérieure et statistiquement différente de celle des souris qui ont reçu le vaccin qui n'était pas en rapport avec les infections urinaires. Et puis de la même manière, on voit que chez les souris qui n'ont pas été immunisées, qui ont juste reçu les antibiotiques, et celles qui ont reçu la vaccination d'intérêt, la température reste bien stable au cours du temps, alors qu'elle coule et alors qu'elle chute avec les souris vaccinées pour autre chose. Dernier élément, c'était le poids de ces souris qui était observé. Et donc, vous voyez que chez nos souris vaccinées en rose, il y a une différence significative par rapport à celles qui ont été vaccinées pour autre chose. Et par contre, la différence n'était pas statistiquement significative dans la perte de poids avec les patients qui ne recevaient rien et simplement des antibiotiques. Donc ça, c'est le premier élément. Les auteurs concluaient qu'effectivement, ce vaccin semblait efficace et aussi efficace que l'antibiothérapie dans l'efficacité en fait, de la prise en charge de ces infections urinaires. Et puis la deuxième partie qui est la plus intéressante et qui rebondit un petit peu sur la session qui vient d'avoir lieu sur le microbiote, c'est qu'en fait, on s'est aperçu, sans surprise, mais ça a été bien montré dans cette étude, que à la fois en termes de richesse et à la fois en termes de diversité, les souris qui recevaient des vaccins, vous voyez en vert et en rose, conservaient une richesse et une diversité tout à fait stables au cours du temps de l'étude, alors que les patients qui avaient des antibiotiques, on observait une diminution tant quantitative que qualitative de leur microbiote. C'est une autre façon de représenter, mais qui dit exactement la même chose. Là, on le voit bien sur le diagramme coloré. Là, c'est les souris naïves, les souris vaccinées. On voit que la richesse du microbiote reste stable, alors que chez les souris qui recevaient des antibiotiques, on a des espèces qui seront sous-représentées, à la fois de façon quantitative et qualitative. Donc, excusez-moi. Les conclusions de cette étude, c'était de dire que, effectivement, ce vaccin semble aussi efficace que l'antibiothérapie et pourrait préserver le microbiote intestinal. Et l'application qu'ils voyaient tout de suite, c'est bien sûr chez la femme enceinte, ce qui permettrait effectivement de traiter les patientes avec une préservation possiblement meilleure du microbiote transmis, une facilité d'administration puisque ce vaccin est péros, et puis moindre recours aux antibiotiques avec les avantages que ça présente. Dernier papier, j'avais imaginé au départ vous parler de CMV, mais avec les sessions qui suivent, je vous parle de ce papier un peu plus généraliste en fait sur les défis en santé périnatale et des maladies émergentes. Olivier Picon, hier, a terminé son topo en disant on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Et effectivement, il n'est pas impossible qu'on soit exposé à de nouvelles maladies émergentes ou réémergentes. Et en fait, dans ce papier publié par des équipes à la fois danoises et américaines, ils commencent en fait par décrire les étapes de description d'une maladie émergente en partant de la description des premiers cas, la façon dont on lance la surveillance, dont on vérifie le diagnostic, de comment on définit la maladie, le cas, comment on recherche les contacts, et puis ensuite comment on a une démarche d'épidémiologie descriptive avec le testing, la mise en place des mesures de prévention et éventuellement d'un traitement quand il y en a. Tout ça pour aboutir à des résultats. Et donc en fait, ils ont regardé un petit peu, le délai entre la description des premiers cas et l'établissement des conséquences périnatales. Et en fait, donc c'est un petit peu vertigineux de voir cette liste d'infections émergentes ou réémergentes depuis avril 2009, que ce délai, en fait, entre la description et l'établissement des conséquences était de 11 mois pour H1N1, 22 mois pour le choléra, encore plus long pour la grippe aviaire, Ebola, chikungunya, 40 mois, et un peu plus rapide pour Zika et Covid, 5 mois, et que le délai médian de publication des résultats de santé périnatale, c'était 23 mois. Et donc, pourtant, ces suivis de santé périnatale, c'est un enjeu essentiel dans les stratégies de santé, à la fois nationales et mondiales, et qu'effectivement, c'est ce à quoi on est confronté tous les jours. La problématique de nos femmes enceintes est importante, et celle des enfants que l'on fait naître aussi, avec évidemment un risque de complications neurologiques, de prématurité, parfois induite dans toutes ces maladies émergentes, qui est un vrai problème.
Donc bien entendu, il y a eu beaucoup de progrès avec une réduction de la mortalité néonatale. Vous voyez qu'on est passé de 30 à 17 décès pour 1000 naissances vivantes entre 2000 et 2019, donc c'est quand même spectaculaire, mais ça reste loin des objectifs fixés par l'OMS qui aimerait qu'on soit à 12 décès pour 1000 naissances vivantes. Et puis vous le savez bien qu'il y a une grande disparité dans le monde. Voilà. Donc effectivement, les maladies émergentes, on met du temps à les décrire. Elles ont un caractère tout à fait imprévisible et donc il est fondamental de recueillir en continu les données de santé périnatale, d'avoir recours aux déclarations obligatoires quand c'est le cas, au registre et puis d'essayer de bénéficier de l'expérience acquise puisque malheureusement on est confronté à ces épidémies très fréquemment. Donc vigilance et courage. Je vous remercie. Merci infiniment, Constance, pour ce survol de toute cette littérature extrêmement riche. Et je rebondis sur ta dernière diapo pour dire que, bien sûr, les données périnatales et derrière aussi les pédiatres. Alors, je me rends dans la catégorie pédiatre, même si je suis ORL, pour pouvoir relater un petit peu toutes les conséquences à long terme qui finalement parfois peuvent être très à distance et donc il faudra qu'on soit vigilant aussi du côté postnatal pour voir quelles sont effectivement peut-être les conséquences neurosensorielles sur le développement, sur développement de ces enfants. Donc c'est vrai, il faut qu'on travaille de concert pour pouvoir noter tout ça. Et puis, petite question, parce que comme j'ai le micro, j'en profite. Quand tu as parlé du vaccination coqueluche, naïvement avant la vaccination coqueluche, elle était avec le tétanos tous les 10 ans. Quel délai tu préconises, toi, entre la dernière vaccination et la vaccination en cours de grossesse? Est-ce qu'on a une idée du délai optimal? C'est une vraie question et c'est la question que posent les patientes parce qu'en fait, il est recommandé de vacciner les patientes même si leur rappel est récent. En fait, le mécanisme est celui d'une réactivation et d'un passage passif des anticorps de la mère à l'enfant et c'est en ça que cette vaccination est efficace et qu'elle va permettre en fait de faire passer les anticorps de la mère à l'enfant pendant les premières semaines de vie jusqu'à ce que justement l'enfant soit lui-même vacciné. Et donc en fait, c'est quelque chose que les patientes ont un peu de mal à comprendre, c'est que même si elles sont à jour de leur vaccination, il faut les revacciner au cours de la grossesse. Et moi, je leur dis bien, sachez que je vais vous le proposer cette fois-ci, que si vous êtes enceinte l'année prochaine ou la suivante, je vais vous le reproposer. Donc en fait, il n'y a pas de délai à attendre, il faut les vacciner, même si elles l'ont été récemment. Et à ce sujet, Constance, tu l'as présenté, tu as fait une super affiche au nom du GRIG, donc pour aider au quotidien à transmettre l'information aux femmes enceintes et en insistant vraiment largement sur le bénéfice des enfants. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à vous en servir parce que c'est un support. Parce qu'on a quand même, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais c'est difficile de vacciner nos patientes. Elles nous disent oui, vous m'avez déjà fait le coup de la grippe, du Covid, maintenant la coqueluche, où cela va-t-il s'arrêter? Et c'est vrai que je partagerai volontiers vos expériences, c'est pas toujours facile. On a peut-être le temps juste pour une petite question avant de passer aux simulations de consultation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée sur le Covid, coqueluche, chikungunya, sur les Escherichia coli? Cette nouvelle technique de vaccination semble intéressante. Hein. Ouais, allez-y. Entre guillemets, c'est très difficile de convaincre effectivement que même si vous êtes à jour, il faut vous refaire vacciner. Ouais. Ça, c'est vraiment le message difficile. Et le passage des anticorps, quand on commence à rentrer là-dedans, on n'est pas toujours assez crédible. C'est pas simple de l'être en tout cas. C'est juste le retour que je voulais vous donner, même si on est convaincu nous-mêmes. On est tous d'accord. Hein. Ouais. Alors, je fais partie du groupe de recommandations pour le Conseil de la santé publique qui a établi sa recommandation. Moi, je trouve que c'est plus facile de vendre la coqueluche que la grippe, hein, objectivement. Le vaccin contre la coqueluche que la grippe ou la Covid, j'en parle pas. Et en fait, il faut juste leur dire que l'intérêt, c'est un boost. C'est un boost d'anticorps pour qu'il y ait suffisamment d'anticorps qui soient produits pour que ça dure jusqu'à la vaccination à l'âge de 2 mois. C'est uniquement ça, en fait. C'est l'intérêt de vacciner à chaque grossesse, c'est le boost. Hop, le pic d'anticorps, il y en a plus qui passe et ça protège jusqu'à la vaccination. Et je trouve que ça passe plutôt pas mal. Mais l'argument, c'est ça, c'est le boost d'anticorps.
Merci beaucoup, Constance. C'était super parce que faire 5 articles en aussi peu de temps, c'est vraiment super. Tu veux introduire ? Donc maintenant, on va vous proposer un format que nous, on n'a jamais fait. C'est une simulation de consultation. Donc je vous propose qu'on fasse les 2 scénarios, d'abord avec notre gynécologue et ensuite avec l'ORL pour le versant post-natal. On fait les 2 scénarios et ensuite on proposera une session de questions. Juste un côté technique. Donc pour le micro, il ne faut surtout pas tirer et il faut que ce soit près du menton. On vous propose cette session un petit peu innovante, peut-être parce que parfois il est difficile de se convaincre de l'utilité d'un dépistage du CMV, parce qu'on a du mal à avoir en tête les bonnes réponses, les bonnes questions auxquelles et peut-être qu'en se mettant en situation, on arrivera à être plus se projeter dans la vie réelle. Voilà, je passe la parole à Olivier. Oui, avant de commencer, je veux remercier notre petit couple là, qui va jouer ce rôle. Ce sont des internes de gynécologie obstétrique et qui se sont portés volontaires désignés d'office. Donc je les remercie beaucoup. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai raison, qu'il faut faire absolument comme ça. Mais comme j'en vois beaucoup, je vous montre comment moi je fais. Puis après, à chacun sa propre façon de réaliser l'interrogatoire, l'examen, tout ce genre de choses. Donc alors, je ne suis pas un très bon acteur non plus, mais on va essayer de se concentrer. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Alors, je suis le professeur Olivier Picone, enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Je ne dis pas ça d'habitude, mais bon. Alors en fait, moi je suis enceinte aujourd'hui à 14 semaines. Et on m'a dit que j'ai fait une prise de sang et que j'étais infectée par un certain virus et qui n'était pas forcément présent au début de la grossesse sur la première prise de sang. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord, je vais vous expliquer ça. On va reprendre tous les points un par un. Donc, effectivement, j'ai vu les analyses. Votre première sérologie était négative, la deuxième est positive. Donc, effectivement, vous avez attrapé ce virus au cours du premier trimestre de la grossesse. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre avec ce virus, c'est pas parce que vous l'avez attrapé que le fœtus l'a, et c'est pas parce que le fœtus l'a qu'il est forcément malade. D'accord ? Vous-même, vous avez été malade ? C'est vrai qu'il y a 3 semaines, j'ai eu un peu de fièvre et j'étais un petit peu malade, mais sans c'est très léger, quoi. Ouais. C'est souvent le cas avec ce virus qui peut nous donner très peu ou voire aucun symptôme. Et comment ça s'attrape? Vous avez un enfant déjà? Oui, un enfant de 2 ans. Et en crèche? Oui. Alors oui, on a un petit garçon de 2 ans qui est effectivement en crèche. Moi, j'ai pas eu de symptômes du tout, donc on comprend pas du tout comment elle a pu attraper ce virus, ni le grand. Le grand non plus n'a pas eu de symptômes. A priori, on nous a pas parlé à la crèche qu'il y avait quoi que ce soit qui. Vous n'aviez pas entendu parler du cytomégalovirus avant qu'on vous fasse ces prises de sang? Absolument pas. Je connaissais pas du tout ce nom barbare, je vous avoue. Alors, ce virus, il s'attrape au contact des enfants en bas âge, essentiellement à contact la salive, les urines. C'est pour ça que normalement, on doit informer les couples qu'il faut éviter de boire avec le même verre, il faut bien se laver les mains, etc. Bon, malheureusement, vous l'avez déjà attrapé, donc on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai que ça diminue le risque d'attraper le virus, elle n'annule pas, mais on sait que ça diminue le risque. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut vous proposer dans la prise en charge. Là, vous êtes à 14 semaines, je crois, à peu près. Donc la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que le virus il est passé ou est-ce qu'il n'est pas passé? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Pour savoir si le virus il est passé ou il n'est pas passé, ce que nous proposons, c'est de faire une amniosynthèse qui consiste à piquer à prélever le liquide qu'il y a autour du bébé avec une petite aiguille, ce qui fait mal, un peu comme une prise de sang dans le bras, qui a un risque de complication qui est très très faible, 0,1-0,3% de risque, mais qui permet de répondre de façon très fiable à la question infecté, pas infecté. Et ce serait quoi les complications? Parce que moi, le risque d'une amniosynthèse, c'est le risque de fausse couche, qui est vraiment très, très, très rare. Sinon, c'est pas une petite fuite de liquide, mais c'est vraiment très rare. Okay.
La myosynthèse, dans notre équipe, on l'a fait à peu près vers 20 semaines d'aménorrhée, ce qui laisse le temps de virus, il doit passer, de bien passer, et d'avoir une bonne fiabilité du diagnostic dans le liquide amniotique. C'est-à-dire que si la myosynthèse, elle est positive, le virus est passé, ça veut dire qu'il est passé, c'est-à-dire que le bébé est en contact avec le virus, mais si ça ne dit pas si c'est grave ou pas. Si la myosynthèse, elle est normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus, c'est totalement rassurant. Parce que soit ça reste, soit à la naissance, le bébé, il est comme à la myosynthèse non infectée, il ne se passera absolument rien, soit dans quelques rares cas, le virus passe après la myosynthèse, mais il a été démontré que même quand le virus passe après la myosynthèse, ça n'a pas de conséquences graves, il n'y a pas de forme neurologique grave. Le taux de transmission, il est plus faible au début de la grossesse, mais le risque des formes graves, il est surtout au premier trimestre de la grossesse. D'accord, mais du coup, nous, on avait lu un petit peu les symptômes du virus. Ça a l'air d'être tout à fait banal. Quel est l'intérêt finalement de le chercher chez le bébé? Est-ce que... Alors, c'est un virus qui peut effectivement, qui dans la majorité des cas, ne donne pas de problème. Mais quand on attrape le virus au premier trimestre de la grossesse, il y a à peu près 20% de risque de forme neurologique grave avec un handicap. Et puis après, on peut dire qu'il y a 10-15% de risque que le bébé développe des troubles auditifs. Alors c'est un virus qui peut s'attaquer un petit peu à l'oreille, donc ça peut donner parfois des troubles auditifs, parfois même un petit peu de trouble de l'équilibre. Mais ça, si jamais votre fœtus est infecté, je vous enverrai voir une collègue ORL qui est tout à fait extraordinaire et qui vous expliquera un petit peu la prise en charge. Et ça pourrait pas se voir à l'échographie plutôt que de faire... Alors les troubles auditifs ne se voient pas à l'échographie. D'accord ? Ce que l'on va faire à l'échographie, c'est rechercher des signes qui font évoquer une forme grave. J'insiste bien sur le fait que le plus probable est que ça ne passe pas et que le plus probable, votre bébé n'est rien, mais vous avez plus de risques qu'une autre que votre bébé est une forme grave, et c'est ce que l'on va rechercher. Et maintenant, avec l'imagerie, l'imagerie diagnostique faite par des gens qui ont l'habitude de chercher des choses qui ressemblent au CMV, c'est une excellente fiabilité pour savoir si on est dans le cadre d'une forme grave ou pas. Il y a parfois des cas où c'est un petit peu plus difficile, c'est vrai, mais dans l'immense majorité des cas, on sait vous donner le pronostic, c'est-à-dire une forme grave ou une forme pas grave, et la plupart du temps, ce sera une forme pas grave. Mais si ce bébé est né infecté, ça ne s'arrête pas là. Il faudra surveiller l'audition pendant les premières années de vie. C'est pour ça qu'il est important de voir l'ORL avant pour qu'elle vous explique le suivi. Parce que le problème du CMV, c'est que c'est une cause non négligeable de troubles auditifs chez l'enfant. Et que le problème des troubles auditifs, c'est qu'on ne les prend pas en charge assez tôt. Donc, tout ça, c'est important pour votre suivi et pour le suivi de ce bébé. Et si jamais la myosynthèse est positive, il y a un traitement pour... Alors, la question des traitements, c'est le point que je voulais aborder, vous avez tout à fait raison. Il y a le premier traitement le plus important dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un traitement qui va essayer de diminuer le risque que le virus passe. Le taux de transmission au premier trimestre de la grossesse, il est de l'ordre de 30%. Donc, c'est-à-dire que dans 70% des cas, votre fœtus n'est pas infecté. Dans 30% de cas, il risque de l'être. Là, on a maintenant des données avec quelques publications qui montrent qu'en donnant un traitement antiviral, on peut diminuer le taux de transmission du fœtus, de la mère au fœtus. Là, votre infection elle est assez récente, donc c'est le meilleur moment pour donner un traitement. Si on le donne trop tard, ça marche moins bien, évidemment. Donc c'est un traitement qui est un petit peu contraignant parce que c'est un médicament qui s'appelle le valaciclovir. C'est un peu contraignant parce que c'est 8 grammes par jour, c'est-à-dire 16 comprimés, ce qui est un petit peu beaucoup. Il faut les prendre en 4 fois, donc c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Mais il y a plusieurs publications qui montrent que ça peut diminuer de 30 à 10% le taux de transmission materno-fétale. C'est un médicament qui n'a pas d'effet secondaire connu chez le bébé. C'est un médicament qu'on donne souvent pendant la grossesse pour traiter l'herpès ou la varicelle. C'est vrai que normalement, ça a des doses qui sont plus faibles. La dose est un petit peu plus élevée. Et chez la mère, c'est un petit peu chiant parce que ça fait beaucoup de comprimés. Ça peut donner parfois des petits troubles digestifs, comme tout médicament, on a un petit peu mal au ventre, de la diarrhée, etc. Et de façon tout à fait exceptionnelle, parfois, ça peut donner des problèmes rénaux chez la mère. C'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater, et on fait une prise de sang une fois par semaine pour vérifier que les reins de la maman fonctionnent toujours très bien. Et dans les cas qui ont été publiés de problèmes rénaux, quand on arrête le médicament, les reins refonctionnent normalement après, tout à fait normalement, donc ça c'est bien. Et ce traitement, on va le prendre jusqu'à la myosynthèse, parce que c'est comme ça que les études ont été faites, jusqu'à la myosynthèse, et à la myosynthèse, on l'arrêtera.
D'accord, il y a des patientes qui veulent le continuer quand même parce qu'elles ont peur, donc pourquoi pas, mais on sait moins ce que l'on fait en donnant un médicament à forte dose sur une indication qu'on ne connaît pas bien. Ce que l'on connaît, c'est que ça diminue le taux de transmission materno-fétale. Après, sur un fœtus infecté, on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'a pas la réponse scientifique. Mais aujourd'hui, la plupart des centres pensent, et moi je pense, que c'est bien de prendre ce valacyclovir. D'accord. Du coup, il y a un traitement pour avant, tant qu'on n'est pas sûr qu'ils soient infectés. Mais si jamais le liquide est infecté, à partir de là, on ne pourra pas... On n'a pas de traitement une fois qu'il est infecté, vous avez tout à fait raison. Par contre, là, c'est la place de la surveillance pour savoir si on a une forme grave ou une forme pas grave. Alors, quel est l'intérêt de savoir si c'est une forme grave ou pas grave? Si c'est pas grave, ça vous rassure. Et là, l'imagerie, si elle est strictement normale, elle va vraiment, il n'y aura pas de problème neurologique. Alors, peut-être qu'il y aura un problème auditif, c'est 5, 10, 15% des cas peut-être, mais ça, on le saura après. Mais ça, c'est comme chez n'importe quel enfant chez qui on ne peut pas prévoir un trouble auditif. Et si on voit une forme grave, là, il y aura deux possibilités, soit accueillir cet enfant avec un potentiel handicap lié au CMV, soit de discuter d'une interruption de grossesse pour raison médicale, si on est vraiment dans le cadre d'une forme grave. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. C'est quoi une interruption de grossesse pour raison médicale? En France, on a le droit d'arrêter la grossesse si jamais on considère que si le couple demande une interruption de grossesse, si le fœtus est atteint d'une maladie grave et non curable, c'est le terme de la loi, quel que soit le terme de la grossesse. Ça veut dire que même si vous êtes stressé, on n'est pas obligé de prendre une décision immédiatement parce qu'on a le temps de voir comment les choses évoluent, voir s'il y a des signes de gravité ou pas. Ça, c'est vraiment très important d'avoir cette notion de temps. Donc le plus probable, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le plus probable, il ne se passe rien. Mais évidemment, si vous venez me voir aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de risques qu'une autre grossesse qui ait un souci. Et on a les moyens de répondre à l'immense majorité des questions au cours de votre suivi. D'accord. Et par rapport à cette recherche de CMV, nous, franchement, ça nous tombe tout simplement dessus. A priori, c'est pas quelque chose... notre médecin nous a dit que c'était pas nécessaire de la faire. Le cas où ça n'aurait pas été fait, on n'aurait pas découvert finalement. Oui. On se retrouve du coup dans cette situation pour quelque chose qui en temps normal n'est pas recherché. Alors, vous avez raison, il y a un grand débat dans la population pour savoir s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. Là, l'intérêt de savoir que vous l'avez attrapé, c'est qu'on va faire une surveillance qui nous permet d'éviter de passer à côté d'une forme grave ou d'éviter de passer à côté d'un bébé infecté qui va développer des troubles auditifs à l'âge de 2 ou 3 ans et de prendre du retard dans la prise en charge. Et l'autre intérêt, c'est que, puisqu'on le sait tôt, on donne le traitement et donc on va diminuer le risque que le bébé soit infecté et que vous ayez un souci après. Donc ça, c'est important. L'idéal aurait été qu'avant de vous faire la sérologie, on vous explique que le CMV existe, qu'il y a des mesures d'hygiène et de prévention et qu'on décide avec vous est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Là, vous avez eu un dépistage sans trop vous expliquer. Normalement, ce n'est pas exactement comme ça que l'on doit faire. On doit informer sur les mesures d'hygiène et après discuter, parce qu'elle n'est pas obligatoire, cette prise de sang, elle n'est pas interdite non plus, mais il faut discuter avec les gens, de savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on attend. Après, le problème, c'est que quand on a une consultation au début de grossesse ou avant la grossesse, il y a tellement d'informations à donner que parfois certaines informations ne sont pas ou peu ou mal données. Maintenant, de toute façon, vous avez vu cette prise de sang et on va pouvoir adapter la prise en charge. Je vous ai parlé de la valeur prédictive, ce qu'on appelle, nous, en médecine, la valeur prédictive négative, c'est-à-dire que quand les examens sont normaux, tout ira bien. Si la myosynthèse est normale, tout ira bien et nous, on allège la surveillance échographique, c'est-à-dire que si la myosynthèse à 20 semaines est négative, comme le risque que votre bébé soit malade est extrêmement faible, je ne vous fais plus d'échographie avant 32 semaines. À 32 semaines, on se revoit pour faire le point. Mais on ne fait pas d'IRM, on fait juste l'écho de 32. Et si à 32, il se voit quelque chose, on rediscutera. Par contre, si le fœtus est infecté, dans toutes les maladies infectieuses, il y a le problème de l'évolutivité des signes qui peut arriver un peu n'importe quand. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant, vous êtes cette espèce d'épée de Damoclès. Donc on fait des échographies régulièrement pour rechercher des signes ou rechercher l'absence de signes qui vous rassure. Et on peut éventuellement après discuter d'une IRM. Ça aussi, il y en a qui sont pour, qui sont contre. On pourra en rediscuter un petit peu plus tard. En tout cas, sachez que la myosynthèse, elle va changer la prise en charge derrière. On n'est pas obligé de la faire. Si vous voulez la faire, on la fait. Si vous ne voulez pas la faire, il n'y a pas de souci. Mais si on ne la fait pas, on va peut-être vous faire des tas d'échographies qui
finalement, n'ont aucun intérêt puisque le bébé n'est même pas infecté, ce qui est le cas dans 70% des cas. D'accord ? Ce qui est important pour moi, c'est que vous n'êtes pas le même couple que celui d'avant ou d'après, donc on va adapter chez vous la prise en charge en fonction de votre angoisse, de ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas une boîte de petits pois, vous n'êtes pas tous pareils. On adapte la prise en charge à votre angoisse, à vos stress, à ce que vous souhaitez. Ok, pourquoi du coup on ne pourrait pas faire la myosynthèse dès maintenant? Pourquoi on attendrait encore 6 semaines? Ça augmenterait pas le risque du coup de transmettre le virus au bébé si on attend? On préfère faire la myosynthèse à 20 semaines d'aménorrhée parce que plus on la fait tôt, plus on diminue la fiabilité du résultat de la myosynthèse. Parce que le virus peut passer après. Alors c'est vrai que je vous ai dit que les formes graves, c'est celle du premier trimestre. Donc finalement, si on fait une myosynthèse à 16 semaines d'aménorrhée, si vous avez été infecté à 8 semaines, on est 6 semaines après, donc normalement on est dans le bon délai. Mais la myosynthèse est un tout petit peu moins fiable, ça se joue à 5 ou 10% de fiabilité. Donc comme il n'y a pas d'urgence, je préfère vous le faire à 20 semaines. En plus, on a le moment où on peut faire une bonne échographie, on peut bien voir le cerveau, on est vraiment à l'aise pour ça, et le faire à 20 semaines. Si évidemment je vous fais une échographie à 18 et qu'à 18 je vois un truc pas normal, on le fera avant. D'accord ? Mais je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt pour diminuer le risque finalement que vous ayez une surprise qui est de dire la myosynthèse est négative mais le bébé est infecté à la naissance. Donc ça arrive moins souvent quand on fait la myosynthèse un petit peu plus tard. Sinon ça peut arriver dans 5 à 8% des cas. C'est pour ça qu'à la naissance, il faut quand même faire le test d'urine du bébé. Et s'il est infecté, la surveillance ORL, en sachant que si le bébé s'infecte entre la myosynthèse et la naissance, le risque de forme neurologique, il est vraiment infidécimal. Il y a encore une grosse étude qui est sortie, ce qu'on appelle une méta-analyse, qui est sortie il y a quelques semaines, qui le montre bien, que les bébés qui naissent infectés avec une myosynthèse négative, ils vont tous bien. On est un peu vigilant sur le trouble auditif, je dirais comme tout enfant. Vous savez qu'il y a un dépistage des troubles auditifs chez tous les nouveau-nés, il y a un dépistage du trouble auditif. Mais ce dépistage du trouble auditif, il n'est pas assez fin pour le CMV. Il trouve les surdités bilatérales profondes des maladies génétiques, mais pas quelque chose du CMV qui peut évoluer un petit peu plus tard. Ok, d'accord. Bon, moi, je vous avoue que ça me fait peur, et je suppose que pour ma tendre Léana aussi. Je me pose la question, vu que ça a l'air d'avoir des conséquences pour la maman, pour le traitement, pour le bébé, une surveillance quand même assez intense. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas plus intérêt à interrompre la grossesse maintenant? Est-ce que vous recommandez ça à vos patients? Alors c'est normal que vous posiez la question de l'interruption de grossesse volontaire. On est dans le délai légal de l'IVG et je n'ai pas mon mot à dire si vous voulez faire une IVG. Si vous voulez faire une IVG, c'est votre choix personnel. C'est le cas de loi est différent de l'interruption de grossesse pour raison médicale où il faut un motif médical. Là, on est dans l'IVG. Si vous voulez faire une IVG, c'est tout à fait possible. C'est votre liberté, c'est votre choix. Cependant, là, on est dans le cas d'une grossesse qui a été désirée dans votre projet de couple. Et c'est vrai que vous avez un risque un petit peu plus important qu'une autre, mais on a les moyens de stratifier ces risques et de répondre aux différentes questions petit à petit. Donc pour moi, faire une IVG, ce n'est pas pertinent. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a 30% de risque de transmission, après il y a 20% de forme grave, c'est-à-dire qu'il y a 6% de risque que votre bébé ait un souci. D'accord ? Il n'y a que 6% de risque, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des tas de maladies qui existent, qui ont un risque. Voilà, le risque, par exemple, qu'un bébé ait une malformation tout compris, c'est peut-être entre 1 et 3%. Donc vous avez un petit peu plus du risque qu'une autre, mais ce n'est pas parce que ce risque existe qu'il va forcément vous tomber dessus. Et surtout, on a des moyens médicaux de répondre petit à petit à vos questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se revoir dans 15 jours. D'accord. Dans 15 jours, on se voit tranquillement, on fait une échographie, on rediscute de tout ça. Je vais vous demander une chose, allez pas trop sur Internet. Sur Internet, vous allez trouver que des catastrophes avec des enfants qui vont très mal. Si on fait du diagnostic anténatal, c'est justement parce qu'on sait que ce virus peut donner des enfants qui vont très mal et c'est ça que l'on va rechercher. D'accord ? Donc oui, il est possible, ça peut arriver que votre grossesse ne se termine pas bien. C'est pour ça qu'on parle de ces traitements, de la myosynthèse, etc. Mais que le plus probable est très loin et qu'il ne se passe rien, mais vous avez un peu plus de risque. Donc on va organiser votre surveillance. Si vous avez des questions, vous les notez comme ça, vous ne les oubliez pas. Vous me les posez dans 15 jours. Et ensuite, si vous voulez la myosynthèse, on l'organisera. Si vous ne la voulez pas, on organisera la suite aussi. On est là pour vous accompagner. Et si vous avez des
d'autres soucis, n'hésitez pas. Et si psychologiquement ça ne va pas, on a aussi une psychologue qui est habituée aussi à voir des couples qui ont des petits soucis comme le vôtre. OK ? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, à dans 15 jours. Merci, docteur. Ce charmant couple était à 14 semaines d'aménorrhée et à 20 semaines d'aménorrhée, nous avons fait la myosynthèse et la myosynthèse est positive. Le cytomégalovirus est passé, le valacyclovir n'a pas eu l'effet escompté. On est dans le cadre d'un bébé qui est infecté, mais il n'y a aucun signe de gravité. L'échographie se poursuit et j'ai réussi, grand exploit, grâce à mes réseaux, à trouver un rendez-vous avec le professeur Natacha Tessier à l'hôpital Robert Debré. Donc j'ai téléphoné à Natacha, elle a accepté de voir ce gentil couple. Et donc elle va vous montrer comment est-ce qu'elle explique la prise en charge des troubles auditifs. Et vestibulaire. Merci Olivier. C'est pas si difficile que ça d'avoir un rendez-vous avec moi, tout de suite. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis professeur Tessier, je suis ORL. Je crois que vous avez vu le professeur Picone récemment. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu un point de ce que vous avez retenu de votre suivi Alors du coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est que notre bébé a un virus qui s'appelle le CVM, je crois. Le cytomégalovirus, oui. Voilà. Et effectivement, on a fait un petit test par une piqûre dans le ventre qui trouve que le bébé aussi a le virus et qui serait, de ce qu'on nous a expliqué, qui serait potentiellement sourd. Là, je ne comprends pas. Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que ça peut avoir comme conséquence sur le bébé. Et je ne comprends pas pourquoi c'est vous, quand on voit, du coup, vous vous occupez des bébés in utero. Alors, si on pouvait, ça serait avec grand plaisir, mais non, moi je m'occupe des bébés une fois qu'ils sont nés. En regardant votre dossier, donc c'est une infection qui a été du premier trimestre. Avant, ça a été diagnostiqué à 14 semaines, c'est bien ça. Voilà. Et vous avez pris le valacyclovir et malgré ceci, on a vu un passage transplacentaire. Donc ce que l'on sait sur ce virus, c'est c'est la première cause malheureusement de surdité chez l'enfant en dehors des causes génétiques et ce qui nécessite tout à fait un suivi de ce fait. Alors cette surdité, elle peut apparaître dès la naissance ou plus tard dans la vie, dans les premières années, et on y reviendra sur la surveillance. Le mécanisme de surdité, on commence petit à petit à comprendre, mais on ne comprend pas encore tout. Ce qui est important, c'est que ce qu'on a montré, c'est l'infection quand elle survient dans la première moitié de grossesse, elle expose les enfants à un risque auditif, mais aussi vestibulaire. Alors vous savez, l'oreille interne, l'organe de l'audition, il est attaché à l'organe de l'équilibre et les deux sont baignés par un même liquide. Et donc, dans la surveillance que l'on va avoir, on va regarder non seulement le côté auditif, mais aussi le côté équilibre. Et donc, ça veut dire qu'il sera forcément sourd, c'est ça ? Alors non, le risque de surdité, il est, comme je disais, prédominant pour une infection du premier trimestre, mais le risque de surdité, il est évalué entre 20 et 30% en fonction du moment de la première moitié de grossesse. Ça va dépendre déjà s'il y a une infection. En fait, la question qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui sur l'échographie, c'est est-ce que le virus est allé à l'intérieur de l'oreille interne ? Est-ce qu'il peut éventuellement, du fait d'être à l'intérieur de l'oreille interne, déclencher ou pas une surdité ? Cette surdité, donc, on ne sait pas comment l'évaluer autrement que par la surveillance derrière. Et cette surdité, elle peut être dès la naissance, et ceci, toute l'importance du dépistage auditif qu'on a mis en place depuis des années en France, où on va voir, avant la sortie de la maternité, on va avoir un test, ce qui nous permet d'avoir un état des lieux à la naissance de l'état auditif de l'enfant. Et puis ensuite, on va rentrer dans une surveillance que l'on propose ici tous les 3 mois la première année, puis ensuite tous les 6 mois pour voir si on voit apparaître une surdité jusqu'à l'âge de 4 ans. Au-delà de cette 4e année, a priori, le risque de surdité, alors bien sûr on est dans un mécanisme biologique où on tend vers 0, je ne vais pas dire qu'il est nul, mais en tout cas
il tend vers 0 au-delà de 4 ans. Si on n'a pas eu de signes auditifs avant l'âge de 4 ans, on n'a a priori pas de surdité, de risque de surdité au-delà. Ok, du coup, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que de ce que vous m'expliquez, on ne pourra savoir qu'il est atteint qu'après sa naissance. Sauf que malheureusement, le professeur Picon nous a parlé de potentiellement agir sur les conséquences pendant la grossesse, éventuellement proposer une interruption de ce qu'il disait médicale de grossesse. Alors, je pense que dans la surdité, c'est certes une conséquence neurosensorielle qui n'est pas négligeable, mais je pense qu'il faut déjà décrire surdité et surdité. La surdité, elle peut être unilatérale, concerner qu'une seule oreille, elle peut concerner les 2 oreilles. On peut avoir une surdité légère, ou à une petite perte auditive, jusqu'à la surdité profonde. Et de ce fait, les conséquences dans le développement du langage, dans la vie au quotidien, elle n'est pas du tout la même si on a une surdité légère unilatérale et une surdité profonde bilatérale. Donc, quelque part, finalement, et c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes des parents, de se dire, finalement, on ne sait pas sur ce spectre-là où on se situe. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la surdité en tant que telle, on a aussi des moyens thérapeutiques pour pallier à cette surdité quand elle est moyenne, profonde, sévère. On a l'appareillage auditif qui permet de restaurer une audition normale pour permettre le développement du langage. Et quand on est vraiment confronté à une surdité profonde bilatérale, ça veut dire que l'enfant n'entend rien du tout des deux oreilles, on peut proposer ce qu'on appelle un implant cochléaire qui va permettre de restaurer l'audition et redonner de ce fait la possibilité à cet enfant d'entendre, de développer un langage et de s'intégrer dans la vie au quotidien. Et ça marche tout le temps, cet implant cochléaire Alors, ça marche. Déjà, on va regarder dans le cadre d'un bilan d'imagerie, on va vérifier qu'il n'y a pas de malformation au niveau de l'oreille interne. Le virus n'est pas pourvoyeur habituellement de malformation de l'oreille interne, mais je dirais, il faut être prudent. On va regarder qu'il y a bien un nerf des 2 côtés, que la cochlée est bien formée. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, on peut en effet, qu'il n'y a pas de contre-indication anatomique à poser un implant, on peut proposer cet implant. Et habituellement, on a des résultats qui sont tout à fait satisfaisants, tout à fait intéressants avec l'implant cochléaire, avec des enfants qui peuvent aller à l'école et tout ça. Bien sûr, alors l'implant, ce n'est pas aussi magique que... Enfin, ça demande un soutien orthophonique, un encadrement et tout ceci. Ça demande quand même une prise en charge un petit peu plus large, mais ça permet tout à fait de restaurer l'audition et de redonner l'information sonore suffisante pour pouvoir développer le langage. Et est-ce que ça agit aussi sur l'équilibre, l'implant cochléaire ou pas ? Alors, c'est très bien que vous en parliez, l'équilibre. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler jusqu'à présent, en effet, on va juste alluder, mais donc, dans l'oreille interne, on a parlé du fait qu'il y avait un risque auditif et le risque vestibulaire. Le vestibule, c'est l'organe de l'équilibre qui a 5 capteurs de chaque côté. Donc, on a ce qu'on appelle l'utricule, le sacule, et puis les canaux semi-circulaires. Donc, on a 10 organes de l'équilibre des 2 côtés. Le virus, il peut entraîner une atteinte d'1, 2, 3, 4 ou de tous les capteurs. Ce que l'on sait, c'est qu'un enfant, même s'il a une atteinte des 2 côtés de son vestibule, des 2 côtés, ça sera de toute façon un enfant qui marchera, il va marcher. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cet organe de l'équilibre qu'on ne marche pas, mais on va marcher plus tardivement. On va avoir les étapes posturomotrices qui seront plus tardivement. Il va tenir sa tête un petit peu plus tard, il va s'asseoir un petit peu plus tard, il va marcher un petit peu plus tard. Mais il marchera. Donc ça sera, même si on a une atteinte vestibulaire bilatérale, on peut marcher et voilà. Ce qui est méconnu sur le CMV, c'est que finalement, parfois, en fait, l'atteinte de l'équilibre, à minima, est même plus fréquente que l'atteinte auditive. Et donc, ça ne justifie pleinement, en fait, une surveillance de ces organes vestibulaires et autolytiques régulièrement en cours de la vie. Donc, on va coupler la surveillance auditive, qui au début va être donc
tous les 3 mois la première année, puis tous les 6 mois jusqu'à 4 ans, à un examen de l'équilibre qui aura lieu à 6 mois, 1 an, puis une fois par an. Si l'ensemble de ces résultats restent normaux, sans atteinte auditive, sans atteinte vestibulaire, à l'âge de 4 ans, on sera soulagé, on pourra tout à fait alléger notre surveillance. Par acquis de conscience, on refera un petit examen à 6 ans au moment de l'entrée en CP, ce qui nous donnera vraiment les bases pour être complètement serein pour la suite. Et si jamais il y a une atteinte vestibulaire, il y a un traitement, qu'est-ce qui pourrait se faire? Alors, pour l'instant, on n'a pas de traitement. On travaille sur l'implant vestibulaire, mais c'est encore de la recherche fondamentale. Mais par contre, on sait, je dirais, mettre en place une rééducation avec des kinés qui ont l'habitude, qui vont permettre de développer la proprioception de l'enfant pour que justement il soit le moins d'impact sur son développement posture-moteur possible. D'accord. Et le risque, au niveau, le pire impact serait quoi s'il y avait une atteinte vestibulaire? Donc voilà, ça serait éventuellement l'atteinte bilatérale de l'ensemble des organes vestibulaires et ça peut avoir un retard sur la marche. Au lieu de marcher à 12-14 mois, ça serait peut-être plutôt vers 22-24 mois, mais il marchera. Par contre, c'est vrai que ça va être une plus grande fragilité à, par exemple, marcher dans le noir, puisque dans le noir, on n'aura pas le capteur visuel, on n'aura pas les capteurs de l'oreille interne, on n'aura que la proprioception. Donc ça, c'est des choses qui seront à essayer de suivre et de compenser au mieux. Et du coup, de ce que je comprends, il y a un risque jusqu'à 4 ans. Et par exemple, pour notre petit garçon, Yuri, qui a 2 ans actuellement, si vous me dites, de ce que j'ai compris, ce serait à cause de lui, on peut le dire comme ça, qu'on aurait attrapé ce virus, en tout cas, Léana aurait attrapé ce virus. Est-ce qu'il y a intérêt à le suivre, lui? Est-ce qu'il risque quelque chose pour sa vision, sa audition, son équilibre? Non, le grand frère, lui, l'infection postnatale n'a vraiment aucune conséquence neurosensorielle. Donc lui, vraiment, il est indemne on n'a pas besoin de le surveiller. Déjà, ça va vous soulager un petit peu. L'infection postnatale n'est pas du tout pourvoyeuse de surdité, même chez les prématurés. Pendant un moment, on était très inquiet des infections postnatales chez les prématurés, mais c'est vraiment pas de conséquences neurosensorielles chez ces enfants-là. D'accord. Alors, on n'a pas parlé du traitement, on a parlé de la surdité, il y a le traitement antiviral aussi, que l'on proposait à la naissance, chez les enfants qui sont dits symptomatiques, qui vont avoir des signes de la maladie, entre guillemets, qui peuvent être un retard de croissance, une jaunisse, ils sont un jaunisse, un petit poids, des conséquences éventuellement qui peuvent être visibles sur l'échographie avec des anomalies cérébrales ou autres. Ces enfants-là, ils ont des signes de la maladie et on peut leur proposer un traitement contre le virus, d'accord, par le Rovalcid, qui est un traitement antiviral qu'on ne peut pas proposer en cours de grossesse parce qu'il est toxique pour la maman, mais pour le futur fœtus plutôt, mais qui est pas du tout, mais pas pour l'enfant. On le propose à la maman, à la naissance. Ce traitement va permettre de diminuer la quantité de virus chez le bébé et de limiter, somme toute, semble-t-il, la survenue d'une surdité. On a montré que, alors c'est la surveillance de l'audition au long cours, en tout cas pendant la période de traitement, on voit moins de surdité apparaître. Ce qui par contre, là où il faut être prudent, c'est que ce virus, en fait, s'il est en lui et s'il est au niveau de l'oreille interne, même si on donne un traitement antiviral, il n'empêche pas qu'à un moment, à distance de ce traitement, ce virus, c'est comme le virus herpès, c'est un virus herpès d'ailleurs, il ressort à un moment de fatigue. Et donc, on a vu apparaître des surdités, parfois à distance du traitement antiviral qu'on a pu proposer à la naissance. Donc, on n'a pas de manière, je dirais, médicamenteuse d'être complètement efficace sur ce virus, de s'en débarrasser et d'être sûr de ne pas avoir de surdité derrière. D'accord.
Voilà, est-ce que vous avez des questions? On se reverra. Donc, vous allez accoucher. On va faire le test de dépistage à la naissance. Si ce test est rassurant, à ce moment-là, on se revoit 3 mois, 6 mois, 9 mois pour le suivi. Vous serez aussi suivi par un pédiatre pour le reste du développement. Et puis, s'il est négatif, s'il y a un échec de dépistage, à ce moment-là, vous nous appelez pour qu'on puisse faire une confirmation du test auditif dans le premier mois qui suit l'accouchement. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations pour cette grossesse. Un peu stressante, la grossesse, forcément. Est-ce que vous avez des questions dans le public par rapport à ces interventions pour compléter ou préciser certains éléments? Monsieur Massardier. Une question qu'on se pose souvent dans notre CPDPN pour l'amniosynthèse. On fait une charge virale au moment du diagnostic et nos virologues nous suggèrent de refaire une charge virale avant l'amniosynthèse pour éventuellement décaler l'amniosynthèse une fois que la charge virale est négative. Et ça nous fait discuter à chaque fois de savoir si c'est utile ou pas. J'ai l'impression que tu ne m'as jamais posé la question. Merci Jérôme. Alors, moi, j'aime bien la faire. Alors, comme dans cette période-là, en fait, je la vois, en général, je les vois à 18 et je les vois à 20. Je fais la myosynthèse à 20. À 18, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire une charge virale à 18 semaines, mais que je ne refais pas à 20. C'est une habitude que j'ai, qui n'est pas dans la littérature, puisque dans la littérature, il a été dit que le fait de faire une virémie, et si elle est positive, ne modifie pas le taux de transmission, dans le sens où il n'y a pas d'argument pour dire qu'il y a une iatrogénicité en mettant nous-mêmes le virus dans le liquide amniotique en faisant la myosynthèse. Cependant, moi je considère que si on peut éviter, c'est mieux de ne pas piquer quand elle est virémique. D'autre part, si elle est virémique, c'est probablement que l'affection peut être encore en cours et peut-être que le virus n'a pas le temps de passer et peut-être qu'on va perdre un peu de sensibilité en faisant la myosynthèse trop tôt. Donc si elle est positive, je la recontrôle et je décale un petit peu la myosynthèse. C'est une habitude tout à fait locale. Et en plus, comme on sait que le virus peut se réactiver, on peut très bien avoir une virémie qui chute et qui repart un petit peu après. Et le fait qu'il y ait une virémie à 18 qui est négative ne veut pas forcément dire qu'elle sera négative à 20. Bon. Mais c'est une habitude qu'on a et qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Ouais. Alors, ça m'est arrivé sur une infirmière de la maternité de l'hôpital dans lequel je travaillais il y a 15 ans, où elle était virémique pendant toute la grossesse. Elle n'était pas immunodéprimée, mais elle était virémique, mais pendant toute la grossesse. Et donc donc, je crois que j'ai fini par lui faire la myosynthèse quand même, alors qu'elle était virémique. Mais voilà. Après, la myosynthèse, elle est ni obligatoire ni indispensable. Nous, on aime bien la faire. Dans notre centre, il y a 70% des patientes qui choisissent de faire la myosynthèse, donc 30% qui ne la font pas. Moi, je ne me roule pas par terre si elles ne veulent pas la myosynthèse. Moi, je pense que ça aide à la prise en charge au diagnostic, mais c'est en rien une obligation et on peut faire sans quand on ne la fait pas. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la réponse, c'est qu'on fait finalement des examens qui sont inutiles, comme par exemple beaucoup d'échographies inutiles, comme je l'essayais de l'expliquer à notre charmant couple tout à l'heure. Juste concernant la virémie, donc en tant que virologue, nous on s'était penché justement sur cette virémie post-primo-infection. Et pour les groupes des femmes qui étaient environ 2 mois post-primo-infection, il y en avait à peu près 30% qui étaient encore virémiques. Alors pas sur des charges virales très élevées, mais qualitativement, c'était positif. Et 30%, c'est pas rien, quoi. J'ai 2 questions. La première, c'est vous avez une patiente sérologique CMV négative, elle se positive pendant la grossesse. Jusqu'à quel terme de grossesse, en semaine, vous mettez en place un traitement? Alors, ce qui est démontré, c'est que c'est les infections. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. La première, les sérodomisés chez Arnisane, c'est que du premier trimestre. Deuxième réponse, et c'est avec un score de propension 4 et moins, Charles Egloff et Al, publié dans le numéro de janvier de l'ultrasound, où on a inclus des patientes également dans une pratique au 2e trimestre. Il y a aussi une efficacité au 2e trimestre.
Donc ça marche au deuxième trimestre, même si c'est moins démontré. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, et ce que disent mes collègues dans d'autres centres, dans le centre de Paris, c'est de dire de toute façon, après 14 semaines d'aménorrhée, on s'en fout parce qu'il n'y a plus de forme grave. Réponse, je suis moins catégorique sur le seuil de 14 semaines d'aménorrhée, puisque avec Claire et Christelle, on a publié un case report d'une patiente pour laquelle c'est une infection prouvée du deuxième trimestre et il peut se rouler par terre comme il veut, Monsieur Ville. La datation a été bien faite par Christelle Volou et Claire Périllot-Dubois, donc on est certain de la datation, donc ce n'est pas une infection du premier trimestre. Donc ça peut arriver. Après 20, franchement, je pense que c'est vraiment très, très, très exceptionnel. Donc moi, je traite premier, deuxième trimestre. Troisième, franchement, je pense que c'est pas nécessaire. Et puis, il y a le côté problème auditif aussi. Et je pense que si on peut éviter que le virus passe pour éviter de faire subir une surveillance au ARL, même si le risque auditif diminue aussi en fonction du terme, hein, mais si on peut éviter d'avoir un bébé infecté avec toute l'assurance qui va derrière, je trouve que c'est pas mal. Oui, allez-y. Je rebondissais juste sur le risque auditif. On a des atteintes, sur notre série, on a des atteintes vestibulaires du deuxième trimestre, contrairement à ce qui avait été publié dans l'étude de Faure-Bardon, mais aussi dans l'étude de Faure-Bardon qui ne parlait que du premier trimestre, il n'y a pas d'examen vestibulaire. Donc en fait, si on ne regarde que le côté auditif et qu'on omet le côté vestibulaire, en effet, on peut passer à côté d'une atteinte malgré tout de l'oreille interne. Donc le deuxième trimestre est aussi pourvoyeur d'atteinte de l'oreille interne chez ces enfants. Le deuxième cas qui arrive assez fréquemment, c'est qu'on va faire un diagnostic en nous disant c'est une séroconversion périconceptionnelle ou juste au début de la grossesse. Et là, vous faites quoi du coup? Nous, on se place dans la situation la pire, c'est-à-dire que grosso modo, une péri plutôt hantée, on considère que c'est comme une T1. Donc on va traiter et surveiller. Le problème qu'il y a sur ces péris plutôt hantés, c'est que souvent on arrive tard pour mettre en place de l'Acyclovir qui est donc moins efficace. Après, sur le taux de transmission sur les périconceptionnels, une magnifique étude de 2013 d'un jeune obstétricien hyper sympa qui travaille avec une virologue extraordinaire à l'époque. On avait 15% de transmission materno-fétale. Donc le taux est plus faible, mais effectivement, il y a ces risques de forme grave. Et en fait, les seules patientes qui sont à zéro risque de fétopathie, c'est les patients avec une sérologie négative. Donc oui, il y a 15% périconceptionnels, mais sur celles qui sont à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant la grossesse, le risque zéro n'existe pas puisqu'il y a les infections secondaires. Donc quand on a une infection franchement antéconceptionnelle, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois avant la grossesse, on dit vous êtes comme 50% de la population générale, il n'y a pas de nécessité de suivi spécifique. Sur les périconceptionnels, selon le stress de la dame, on va plutôt faire comme si on était T1 et surveiller. Après, je m'adapte beaucoup aux gens. Il y a des gens qui veulent qu'on leur foute la paix. Je leur fous la paix. Moi, ça ne me pose pas de souci. Et traiter, du coup? Je traite en disant qu'effectivement, si on commence à traiter 4-6 semaines après l'infection, à mon avis, c'est trop tard. Et quel délai, justement, tu penses qu'il ne faut pas dépasser entre l'infection et la mise en route du traitement? Idéalement, si on pouvait commencer dans le mois, ce serait vraiment bien. C'est pour ça que si tu me demandes à moi qu'est-ce que je ferais comme dépistage si j'étais ministre de la Santé, c'est pas prévu, hein, je vous rassure, c'est que je ferais des sérologies mensuelles jusqu'à 20 semaines. Et après, je m'arrêterai, comme pour la rubéole, on s'arrête à 20. Alors, la rubéole, c'est pas mensuel, hein, mais je m'arrêterai à 20 semaines parce qu'après, il n'y a plus de forme grave. Mais moi, je ferai un suivi mensuel, au moins jusqu'à 16 ou 20 semaines. Mensuel, c'est parce que ça permet de dépister tôt l'infection pour traiter tôt. Si on fait comme la rubéole, tout début est 20 semaines, on va trouver à 20 semaines des séroconversions qui ont eu lieu à 8 semaines, et là, on est trop tard pour avoir l'intérêt du traitement. Mais du coup, si on a dépassé 1 mois, tu mets quand même le traitement ou pas? Je le mets quand même, mais je dis aux patientes que ça risque d'être moins efficace. Dans les serres randomisées, il me semble qu'en périconceptionnel, l'effet était moins évident. Oui, il n'y a pas d'effet en périconceptionnel, et l'étude de Charles Egloff, admirablement encadrée, trouve exactement la même chose. Mais probablement, dans notre cohorte, comme dans celle de Shahar Nissan, et je crois que c'est également la même chose pour Valentine Faure-Bardon, c'est probablement parce qu'on commence trop tard. C'est pas parce que c'est une péri, c'est parce qu'on commence trop tard, qu'on les voit trop tard, ces dames.
Et je voulais rebondir juste sur une chose, sur le Valacyclovir, que ce soit l'essai randomisé de Shahar-Nissan, que ce soit l'étude de nos amis neckériens, donc Valentine Forbardon, que ce soit notre étude à nous, multicentrique avec Béclair, Angers et Louis Mourier, on a exactement les mêmes chiffres d'efficacité du Valacyclovir, ce qui donne vraiment, à mon avis, une bonne idée de la validité externe et de l'efficacité du traitement. Et il y a une méta-analyse qui est également sortie, faite par Rasma Khalil, dans l'ultrasound, qui regroupe tout ça et qui va aussi dans le même sens. Et juste une dernière remarque, on a eu très récemment des soucis avec les pharmaciens de ville sur le côté hors AMM. Il y a plein de prescriptions en obstétrique qui sont hors AMM, on le sait bien, mais comme c'est des posologies très inhabituelles, ça fait tiquer les pharmaciens plus que la moyenne et qui ont refusé de rembourser le traitement. Et on a 2 patientes qui ont arrêté le traitement parce que c'était trop cher en fait et que leur mutuelle ne le prenait pas en charge. Oui, malheureusement, j'ai pas de réponse intelligente à ça, si ce n'est qu'effectivement, 95% de ce que l'on prescrit en obstétrique est hors AMM, y compris la dalate que l'on donne dans la messe d'accouchement prématuré ou sur la boîte, il y a une femme enceinte barrée dans un hyper dangereux pendant la grossesse, alors que c'est notre traitement de première intention de la MAP. Voilà. Concernant le prix, c'est un médicament génériqué, c'est 12 € par jour. Oui, il faut changer de pharmacie, ouais. 12 € par jour. Il y a des pharmaciens qui font un peu d'excès de zèle aussi. 12 € par jour, 30 jours, je comprends que ça puisse faire un budget. Mais... Oui, par rapport à d'autres pathologies, et puis c'est pas non plus sur des années. Ouais, sur les ordonnances, en fait, je les écris en toutes lettres. J'ai écrit 8 grammes par jour et je précise, je dis bien 8 grammes par jour. Alors après, donc il faut prendre en cas de prise, ce qui améliorerait a priori peut-être la tolérance rénale par rapport à la prise en 2 fois. Et puis en plus, ça fait beaucoup de comprimés. Ce que je ne fais pas, parce que je sais que certaines patientes l'ont fait, ou dans certains centres, ils ont dit aux patientes, je ne leur dis pas de mettre un réveil pour prendre leurs médicaments. Hein. Elles le prennent quand elles se lèvent, quand elles se couchent, et entre les deux, elles étalent ça. Mais je ne les emmerde pas à se réveiller à 5 h du mat pour prendre leur traitement. Olivier, moi j'avais une question, parce que là, tu avais un couple très sympa, très conciliant. Un peu pénible hein, quand même. Hein. Mais tu dois avoir des couples qui arrivent, qui te disent, moi je connais PubMed, j'ai vu qu'il y avait des équipes qui faisaient une biopsie de trophoblaste, au moins ça permet de répondre à 14 semaines. Qu'est-ce que tu leur dis ? Je leur dis que oui, ils ont raison, il y a une équipe dans le monde qui le fait, et cette équipe a publié cette expérience sur quelques cas, pas plus que quelques cas. Et en fait, il y a dans cette petite série qu'ils ont publiée, il y a des biopsies négatives avec des amyosynthèses positives, il y a des biopsies positives avec des amyosynthèses négatives. Donc ça, c'est pas extrêmement fiable. Et en plus, ils font 2 gestes. Il y a d'abord la biopsie, puis après l'amyo. Donc je veux bien que les risques de ces gestes invasifs soient très faibles, mais ils doublent quand même ce risque en le faisant. Et pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à comprendre, moi, personnellement, comment, quand on fait une biopsie du trophoblaste et qu'après on fait une PCR, comment on fait la différence entre ce qui est le côté maternel, peut-être le sang maternel qui contamine, ou est-ce que c'est vraiment le placenta côté fœtal ? Moi, j'ai un petit peu de mal. Donc moi, je pense que ça reste quelque chose qui doit être du domaine de la recherche. Peut-être que dans 5 ans, on fera tous comme ça, ou dans 10 ans, j'en sais rien. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le proposer à toutes les patientes et le faire systématiquement, ces biopsies du placenta. Après, je conçois que les couples soient stressés et veuillent avoir une réponse rapide. C'est tout à fait normal, ils sont stressés. Après, voilà, je pense qu'il faut arriver à leur expliquer pourquoi on se donne un petit peu de temps pour améliorer la fiabilité, etc. Alors, nos collègues neckériens disent, mais oui, mais à 18 semaines, c'est pareil qu'à 20 semaines. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on regarde le même article tous les deux, hein, c'est l'article de Révélo. Et ils disent, vous voyez, c'est pareil. Mais en fait, le pareil, c'est qu'il y a une différence de sensibilité et de spécificité qui est à peu près de 5 à 10%. Et moi, c'est pas pareil, 5 à 10%. Donc oui, ça reste extrêmement fiable de le faire à 18 semaines, mais ça l'est un petit peu moins qu'à 20. Alors, et mon collègue dit, à ce moment-là, tu n'as qu'à faire la myosynthèse à la naissance. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus fiable à la naissance. C'est les urines à la naissance. Le plus fiable, le gold standard, c'est ça. Et il me semble que le 20 semaines est un bon compromis en termes de sensibilité et spécificité. Merci beaucoup pour vos topos, mais j'avais quelques questions pratiques. Si
la patiente ne souhaite pas faire la myosynthèse, est-ce que vous gardez le valacyclovir jusqu'au bout? Je vous remercie pour cette excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. En général, oui. En général, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement pertinent et je pense qu'on pourrait très bien l'arrêter à 20 semaines, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait, en fait. Et une deuxième question pratique. Vous avez un interne qui voit une patiente le vendredi soir aux urgences, qui veut bien faire. Est-ce qu'il met les patientes d'emblée sous valacyclovir? Est-ce que vous lui dites d'emblée? Dans mon service, oui, parce qu'il va commencer par m'envoyer un petit message. Oui. Nous, dans notre service, c'est ce qu'on recommande au sein des gens qui travaillent avec nous dans notre réseau, les médecins, les sages-femmes qui travaillent autour de nous et qui connaissent bien comment on travaille. Je leur dis, si on a une séroconversion certaine, tu commences le valacyclovir et je la vois dès que je peux, en général. Donc la patiente du vendredi, le mardi au plus tard, je la vois. Et comme ça, on ne perd pas. C'est vrai qu'on dit que, comme pour la toxo, il faut démarrer le traitement rapidement pour que ce soit efficace. Donc si on dit, attendez dans 15 jours d'aller voir le docteur Bidule, je pense qu'il y a une perte de chance. Donc on peut commencer. Je sais qu'il y a des CPDPN qui sont encore contre l'utilisation du valacyclovir. Je le sais très bien, Marseille, Port-Royal. Je peux vous en citer plusieurs qui sont totalement opposés au valacyclovir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dans ce cas-là, eux, ils font différemment. Mais moi, effectivement, avec les gens avec lesquels je travaille dans mon réseau, en plus, ils savent très bien quel est notre affect pour le cytomégalovirus, on dit, oui, commencez. Et puis, si vous ne savez pas, vous nous appelez, vous envoyez un email, on vous donne la consigne. Mais voilà. Après, la difficulté, c'est souvent la patiente qui a des IgG, des IgM, on n'a pas encore l'avidité. Là, on est dans la phase d'enquête du truc. On ne va pas commencer tout de suite valacyclovir parce que le plus probable, c'est que ce ne soit pas une infection récente. Donc, à ce moment-là, on essaye de faire l'analyse sérologique rapidement avec nos amis virologues et ensuite on adapte. Et dernière question, on a des patientes qui sont suivies pour une immunodépression et qui parfois, les internistes ou autres, font une PCR-CMV chez une patiente qui est connue comme étant immunisée au CMV mais qui est sous une multitude de traitements immunosuppresseurs. Est-ce que vous la mettez sous valacyclovir? Oui. Alors moi, je fais ça aussi. Mes patientes qui sont greffées ou immunodéprimées parce qu'elles ont une maladie auto-immune, qui sont sous Immurel, etc., qui ont une sérologie CMV positive, je leur fais une virémie mensuelle. Alors sur les greffés, c'est d'autant plus intéressant que je vous rappelle que le valacyclovir, il a été décrit comme diminuant le risque de rejet de greffe chez les patients greffés rénaux. Voilà. Et c'est sur ces études de rejet de greffe que la posologie de 8 grammes a été faite à la base. Donc oui, je fais une virémie mensuelle et je traite. Et là, quel que soit le terme de la grossesse, parce qu'en plus, elle est virémique. Et c'est comme une patiente qui est symptomatique. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le service, une patiente qui est arrivée à 30 semaines avec un syndrome grippal. On est tombé sur une séroconversion CMV symptomatique. Et puis on peut parfois découvrir d'hépatite pendant la grossesse à 28, 30, 32 semaines. Là, je traite pour elle, aussi pour son infection virale, plus que pour la transmission, puisque je vous ai dit qu'après 20 semaines, finalement, on s'en fout un petit peu, mais c'est pour elle, pour son hépatite, pour son syndrome fébrile que je vais la traiter. Et d'accord, corps immunosuppression, il n'y a pas d'intérêt à aller faire une PCR pour rechercher une réactivation et encore moins à traiter dans ces... Hors immunosuppression, non. Petite précision, Olivier, sur la patiente immunodéprimée qui est virémique au 3e trimestre, qui ne l'a pas été avant. Est-ce que tu vois un intérêt de la traiter? Si elle est asymptomatique, bien sûr. Une patiente immunodéprimée, oui, j'aurais tendance à la traiter. Ouais. Et du coup, c'est des doses plus faibles quand c'est maternel? J'ai pas entendu, pardon. C'est une dose plus faible de valacyclovir quand c'est un traitement à visée maternelle? Alors, si elle est greffée, je laisse 8 grammes sans aucun problème, puisque ce qui a été publié pour la prévention du rejet de greffe rénale, par exemple. Sinon, on pourrait discuter si c'est uniquement la mère, on peut mettre moins, oui. Et je voulais juste, j'ai pas très bien compris votre réponse à la première question de ma chère voisine. Quand c'est une patiente qui souhaite la myosynthèse, vous arrêtez, quel que soit le résultat, le traitement à 20 semaines, on va dire, à la myosynthèse, qu'elle soit positive ou négative. Par contre, si elle ne souhaite pas la myosynthèse, on continue. J'ai pas trop compris. Parce que c'est une réponse bizarre. D'accord. Oui, c'est une réponse con, ouais. Merci de m'avoir souligné devant tout le monde. Non.
Vous avez raison, on peut très bien l'arrêter à 20 semaines. En fait, on m'avait jamais posé cette question-là et c'est vrai que j'étais un peu pris de court, mais on peut très bien l'arrêter. Merci. Après, ce que j'ai remarqué, moi, dans ma pratique, c'est que les patientes qui ont une amio négative, par exemple, je leur dis, bah, c'est bon, le virus ne s'est pas passé, on peut arrêter le valaciclovir. Elles me font, ça a marché, on le garde. Je le tolère bien, j'ai pas mal au rein, j'ai pas la chiasse, ça ne m'embête pas, je vais le continuer quand même. Donc voilà, donc j'ai eu une longue discussion hier, par exemple, avec Sandre Vivanti à Béclair, parce qu'il y a une de mes patientes qui est allée accoucher à Béclair et qui a continué le valaciclovir alors que la myosynthèse était négative. Et du coup, c'est vrai que ça a été un débat assez intéressant. Mais la majorité l'arrête. C'est vrai que donner un médicament à une aussi forte dose pendant aussi longtemps, si on veut appliquer un principe de précaution, il faut l'arrêter. Et je l'arrête la majorité des cas, puis il y a des personnes qui ne veulent pas l'arrêter. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. Bonjour. Quand vous avez une infection préconceptionnelle avérée et que la patiente a vraiment un désir de grossesse, est-ce que vous avez un nombre de semaines que vous recommandez avec éviction de grossesse ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Après une infection SMV, le risque majeur, le risque le plus important, c'est finalement le mois qui suit. Le mois qui suit, si la grossesse débute dans le mois qui suit, c'est les péri-précoces, un mois, 15 jours, un mois avant. Donc si elle fait une infection SMV, la probabilité qu'elle soit enceinte là tout de suite, elle n'est pas très importante. Donc je ne fais pas de contrôle et je lui fous la paix. Merci. Elle sera comme 50% des femmes en région parisienne avec une unité SMV antéconceptionnelle sans nécessité de suivi spécifique et surtout sans que jamais on lui refasse la sérologie CMV qui ne sera pas interprétable. On a encore le temps pour une ou deux questions, donc n'hésitez pas. Oui, bonjour. Désolée de revenir encore sur ça, mais donc en pratique, quand la PLA revient positive, vous pensez quand même pas qu'il y a un intérêt à poursuivre le valaciclovir? La réponse scientifique que je peux vous donner, c'est que je n'en sais rien. D'accord? Yvil dit que c'est un intérêt. Hein. Dans sa cohorte en cours, il dit que c'est un intérêt et que quand on continue le valaciclovir alors qu'il n'y a pas de signes, il y a moins de risques qu'il développe des signes après. La prévalence de ces signes étant extrêmement rare, je ne sais pas comment il fait pour le démontrer sur la population qu'il a, qui, à mon avis, aurait dû manquer de puissance. Il y a 0 étude publiée dans la littérature sur valaciclovir sur des fœtus infectés sans signe écho. Il y en a 0, aucune. Sur les fœtus infectés avec signes écho non graves, il y a une seule publication qui est avec de nombreux biais. D'accord ? Pour moi, pour le coup, il n'y a pas d'argument pour continuer le traitement de façon scientifique. Après, oui, parmi mes patientes, il y en a qui le continuent et il y en a qui l'arrêtent parce que on discute le balance bénéfice-risque avec les couples. Il y en a qui disent moi je préfère le continuer même s'il n'y a pas de preuve parce que je le tolère bien et je préfère. Il y en a qui disent de toute façon ça n'a pas marché pour la transmission materno-fétale, donc pour le reste ça ne marchera pas non plus, donc j'arrête. C'est vraiment une discussion individuelle pour laquelle, là pour le coup, si on regarde le niveau de preuve, si on faisait un type RPC avec un picot et tout le bordel là, il n'y a pas d'argument pour donner un traitement antiviral sur un fœtus infecté sans signe échographique. Il n'y a rien dans la littérature qui dit qu'il faille le faire ou qu'il ne faut pas le faire. Donc je dirais qu'il ne faut plutôt pas le faire, mais après on s'adapte. En écoutant tout ça, juste une chose que j'ai peut-être omis de dire à notre jeune couple qui va peut-être vous concerner tout particulièrement dans le suivi obstétrical. On avait fait une étude récemment où on a repris nos enfants ayant une surdité et ou une atteinte vestibulaire. Et les deux seuls facteurs prédictifs indépendants, et c'est intéressant de montrer que c'est indépendant, pour la surdité étaient l'infection du premier trimestre, comme on en a dit avant, mais aussi les anomalies cérébrales identifiées à l'échographie et ou à l'IRM. Donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant dans votre discussion sur le risque de surdité. Mais bien sûr, et j'en ai encore la preuve cette semaine, qui dit cerveau normal dit pas de surdité, ne dit pas qu'il n'y aura pas de surdité. Hein, ça, c'est vraiment hyper important. On a très régulièrement des surdités sur des échos cérébrales ou IRM cérébrales dites normales. Oui, donc, voilà. L'imagerie normale, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie neurologique de développement, mais il peut y avoir les troubles auditifs
qui restent malgré tout rares. C'est vrai que ça peut faire peur de dire que l'enfant il va marcher à 24 mois, mais c'est quand même, on parle sur les enfants qui naissent complètement asymptomatiques, la probabilité qu'ils développent un trouble auditif ou un trouble vestibulaire reste quand même malgré tout assez rare. Et c'est surtout, effectivement, plus il y a de signes échos, plus la probabilité augmente. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, messieurs, dames, c'est que le fait que vous ayez attrapé le CMV ne change absolument pas ni le terme d'accouchement, ni la voie d'accouchement, ni l'allaitement. D'accord ? Vous pouvez allaiter, accoucher par voie basse, etc. Il n'y a pas d'intérêt à accoucher plus tôt pour protéger le bébé. D'accord ? Tout ça, vous gardez votre projet d'accouchement comme il était prévu. À terme, par voie basse, vous allaitez tout ce que vous voulez. Nous avons atteint la limite horaire midi pile. Nous sommes à disposition si jamais vous avez des questions en aparté. Il y a pas mal de petites vidéos sur la page YouTube du GRIG sur lesquelles vous pouvez retrouver quelques réponses à des questions que vous avez posées et qui sont sous forme de petits clips vidéo. Merci beaucoup. Bon après-midi. Alors cet après-midi, vous n'oubliez pas les communications jeunes chercheurs et une grosse session sur hépatite et grossesse A, B, C, D, E. Voilà. Et merci à nos deux internes d'avoir joué le jeu super gentiment.